Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On en parle. Une chose est sûre, l'année a été bien remplie pour notre invité d'aujourd'hui. Le 28 janvier dernier, Hélène Mandroux se lançait dans la bataille des régionales au nom du Parti socialiste et à la demande de Martine Aubry, avec au bout un petit score et la fronde des socialistes pro-fraîche, dont certains ont depuis été exclus du PS. La Fédération socialiste de l'Hérault est sous tutelle depuis quelques mois. Toute l'année, la tension a été très forte à gauche, en tout cas jusqu'au décès de Georges Frêche le 24 octobre. À partir de là, Hélène Mandroux ne sera pas clairement candidate à la succession du président de l'agglo, mais elle dira quand même que la ville-centre doit présider la communauté. Finalement, elle a trouvé un accord avec Jean-Pierre Moore, le nouveau président. Et le 2 décembre, elle a été élue première vice-présidente de l'agglo de Montpellier. Elle va nous en parler. Elle est bien sûr, avant tout, maire socialiste de Montpellier. Bonsoir Hélène Mandroux. Bonsoir. Alors pendant 50 minutes, au-delà du bilan de cette année un peu agitée, nous allons évoquer vos projets pour la ville, pour l'agglo aussi, les chantiers en cours ou à venir, les nouveaux quartiers, l'EAI, la cité Hippocrate, pour ne citer que cela. Nous parlerons bien sûr aussi un peu quand même du contexte politique à gauche et puis aussi de votre livre Mère Courage, sorti fin octobre, quelques jours après le décès de Georges Frêche. Pierre-Paul Castelli, vous m'accompagnez pour cet entretien pendant tout au long de cette émission. Et justement, ce livre... Juste avant. Il est sorti juste avant ? Juste avant. Bon. C'est une série d'entretiens effectués par le journaliste Jean Kouchner. Alors, il est effectivement sorti un petit peu au même moment que les obsèques et que le décès de Georges Frêche. C'est pas simple, d'autant que tout au long de votre livre, il y a des mots assez durs pour l'ancien président de région. Vous l'évoquez, vous ne parlez pas que de ça dans le livre, mais vous l'évoquez. C'est quoi l'idée ? Vous avez quand même voulu répondre à des attaques qui ont aussi parfois été violentes à votre rencontre de la part de Georges Frêche. L'idée même de ce livre date de 2009. Donc l'idée de ce livre était bien antérieure, si vous voulez par là, à tous les événements dont vous venez faire référence de 2010. Donc l'idée est bien antérieure et Jean Kouchner m'avait fait cette proposition et j'ai accepté parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et j'ai donc accepté ce dialogue entre Jean Kouchner et moi. Et puis les événements ont fait que le livre qui normalement aurait dû sortir, j'allais dire, on avait prévu premier trimestre 2010, donc en fait vu les événements, le livre a été reculé sur la rentrée 2010 et non pas au premier trimestre. Mais ce livre, au départ, vous pouvez le regarder. J'allais dire, les 3/4 du livre parlent de politique locale, nationale, générale, puisque j'aborde des problèmes de politique internationale. Je veux dire, je n'aborde pas que le problème. C'est saupoudré quand même de petites allusions à Georges Frêche. Mais je pense que tout au long, depuis 83, je pense que tout au long, nous avons un parcours effectivement qui a été parallèle. Et il y a des petits événements que je raconte, mais je raconte pas tout, loin de là. Mais ce sont, je regrette. Peut-être ce soir, vous allez raconter. Non, je regrette qu'il ne l'ait pas lu parce que. Je suis sûre qu'en fait, dans tout ce que je raconte, je veux dire, il n'y a rien de polémique. Ce sont que des événements qui se sont passés. Il n'y a rien de polémique dans le livre. Alors, quelles étaient... juste une question, pardon Olivier. Le titre, vous avez dit le livre, l'idée, etc., peut-être une partie de sa réalisation, c'était avant cette fameuse année 2010. Est-ce que le titre avait été choisi avant? Absolument pas. Par contre, le titre, non. Le titre fait référence à quoi? Alors, à votre parcours, votre travail de maire, ou à justement cette bataille avec Georges Frêche? Le premier qui a prononcé ce nom de Mère Courage, et quand il l'a dit, j'ai regardé, je lui ai dit M-A-I-R-E, c'est Arnaud Montebourg. Donc, c'est le premier qui, quand il est venu à Montpellier, a parlé, a prononcé ce mot de Mère Courage. Et donc, quand nous avons continué le livre, Jean Kouchner m'a dit je pense que c'est un titre qu'il faut reprendre. Et donc, le titre a été repris. Mais en fait, si vous voulez par là, le parrain, si vous voulez, c'est Arnaud Montebourg au cours d'un discours. Et excusez-moi, j'insiste juste un petit peu, c'est le courage de quoi? Le courage d'être maire ou le courage d'avoir été affronté Georges Frêche? J'allais dire, c'est un tout. C'est un tout. Je pense que, vous savez, le courage, c'est de savoir dire oui, mais aussi de savoir dire non et d'être fidèle à soi-même. Si vous voulez par là, je pense que la première fois que j'ai dû dire non à Georges Frêche, il y a très longtemps, c'était en 1985, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. En 1985, alors qu'il me proposait de partir sur Euromédecine avec Igor Barrère, il m'avait demandé de fermer mon cabinet médical. Et ce jour-là, c'est peut-être la première fois que je lui ai dit non. Je dis non. Je ne fermerai jamais mon cabinet médical et je ne l'ai jamais fermé. Donc c'est il faut, quand vous avez une grande personnalité comme face de Georges Frêche, c'est peut-être pas facile de dire non. Mais moi j'ai dit non tout au long du parcours, mais je l'ai dit, mais je le disais parce que c'était en rapport avec ce que je croyais.
Mais on a senti quand même, il y avait une amitié, visiblement. Absolument. On a senti quand même une distance sur au moins les 2 dernières années. Bon, il y a la bataille des régionales, mais quand même, il y a une distance. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Alors, parce que, bon, là aussi, j'allais vous dire, je pense que c'est humain. Je pense que Georges Frêche n'a jamais coupé le cordon avec la ville et on le comprend, il a été maire 27 ans. Là aussi, si vous voulez par là, le premier nom que je lui ai dit, c'est le soir même de mon élection en avril 2004. Donc il ne s'était rien passé. J'étais première adjointe et je devenais maire. Le soir de mon élection, avril 2004, il y avait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que vous étiez peut-être présent, il y avait l'élection de la commission d'appel d'offres. Cette élection de la commission d'appel d'offres se fait automatiquement à bulletin secret à la proportionnelle. Georges Frêche, ce soir-là, voulait que ça se fasse à main levée avec Martine Petitou. Je lui ai dit non. Et on a voté. Et bien évidemment, la commission d'appel d'offres a été élue normalement à bulletin secret à la proportionnelle. Voilà. Ça s'est passé, j'allais dire, dans le quart d'heure qui a suivi mon discours. Georges Frêche, c'est quelqu'un à qui on pouvait dire non quand on avait de bons arguments. Mais absolument, mais je veux dire, c'était quelqu'un de très intelligent. Et je pense qu'il admirait, il respectait les gens qui savaient lui dire non, mais pas lui dire non n'importe comment. Lui dire non avec une réflexion. Enfin, c'était justifié, c'était un non justifié, c'était pas un non comme ça pour dire non. Et je suis certaine qu'il respectait. Imaginez que ce soir-là, le premier soir que je suis devenue maire avril 2004, imaginez que j'ai procédé à l'élection de cette commission d'appel d'offres de la façon dans laquelle il me disait. D'abord, ça aurait été cassé. C'était inacceptable. Dans votre livre, je disais, il y a des tensions, effectivement, il y en avait beaucoup. Vous dites, il y a du Machiavel en Frêche. Frêche est un tueur en politique, bien évidemment. Il règne par la peur, c'est des mots effectivement assez durs. Mais oui, pour que ça corresponde à ce que je viens de vous dire, très peu de gens avaient le courage de lui dire non. Pourquoi les gens avaient peur de Georges Frêche? Pourquoi ils n'osaient pas lui dire non? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai toujours dit les choses en face. Le problème, c'est que souvent, il y avait des personnes qui avaient qui pensaient non, mais qui ne le lui disaient pas parce qu'ils avaient peur de le lui dire. Voilà. Moi, je n'ai... Mais il le savait. Et je le respectais. Je suis sûre que, malgré toutes les phrases, malgré tout ce qu'on peut imaginer, je suis certaine qu'il me respectait parce qu'il savait que moi, j'étais capable de lui dire non quand je pensais qu'il n'avait pas raison. Voilà. Au moment de son décès, on vous a senti quand même très proche de sa famille. Tout à fait. On vous a vu, effectivement, près de sa femme, près de ses filles. Tout à fait. Ben, écoutez, j'ai connu Claudine, elle avait 10 ans. Donc vous comprenez bien qu'un long parcours qui me lie effectivement à Claudine et à sa famille. Bon, quel lieu portera le nom de Georges Frêche à Montpellier? C'est une consultation que vous avez lancée, vous avez annoncée en conseil municipal il y a 1 mois et demi. Oui. Il y a 5 lieux qui ont été proposés. Oui. Pour le moment, visiblement, ce serait plutôt... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être le parvis du futur hôtel de ville. C'est peut-être celui-là, peut-être... Il y avait aussi le pont de la République. C'est celui qui fait la course en tête. Vous, quel est votre choix? Mais moi, en tant que Montpelliéraine, personnellement, alors moi, moi, je vais vous dire, le premier choix que j'avais fait, moi, je vais vous le dire, c'était le pont de la République. Ça a été parce qu'il y a eu plusieurs idées, et dans toutes les idées, on m'avait déjà parlé de la Comédie, on m'avait parlé du parvis du nouvel hôtel de ville. Moi, j'ai pensé au pont de la République. Pourquoi j'avais pensé à ce pont? Parce qu'il y a la place Ernest Granier, il y a l'avenue Raymond Dugrand, il y a le pont Zuccarelli. Alors je voyais Zuccarelli, Ernest Granier, Raymond Dugrand, Georges Frêche, la mairie. Je trouvais que ça faisait un ensemble. Mais je veux dire... c'est un quartier des anciens maires. Bah, écoutez, en tout cas, le hasard fait que, effectivement... Peut-être un prochain pont, voilà, peut-être un peu... Alors écoutez, ça, le plus tard possible. Le plus tard possible. La réponse, en tout cas, les Montpelliérains... que je cherche absolument pas ça. Les Montpelliérains peuvent se prononcer donc, sur le site www.montpellier.fr jusqu'au 31 décembre. Tout à fait. À ce moment-là, la réponse sera communiquée à quel moment? Je pense que le conseil municipal le premier conseil municipal de 2011, c'est début février. Donc je pense qu'à cette date-là, on va à ce moment-là. Bon, votre dernière actualité, en tout cas, on le disait tout à l'heure, c'est le 2 décembre dernier, Jean-Pierre Moore était élu président de Montpellier Agglomération. Sa candidature était soutenue par la plupart des vice-présidents. Vous êtes sa première vice-présidente, mais vous convoitiez quand même la présidence depuis plus d'1 an. L'année dernière, vous aviez dit vouloir cette agglomération au moment où Georges Frêche était encore vivant. Là, que s'est-il passé? Vous avez
discuté avec Jean-Pierre Moore parce que vous sentiez que vous n'aviez pas assez de soutien pour votre propre candidature? Non, effectivement, dès 2008, de même que Georges Frêche était le président de l'agglomération et le district avait été créé, rappelez-vous, par le maire de Montpellier, François Delmas, et le maire de Palavas. Donc, ça faisait partie, j'allais dire, des traditions. Bon, le décès de Georges Frêche a fait qu'on a mené une réflexion, parce qu'en fait, ce qui était important pour moi, plus que tout en tant que maire de Montpellier, c'est que la ville-centre soit renforcée et que surtout que les dossiers principaux, parce que les dossiers principaux de l'agglomération, beaucoup de ces dossiers passent par la ville-centre. Donc ce qui était important pour moi, c'est de continuer à travailler, à faire avancer ces dossiers, parce que quand vous parlez du campus, quand vous parlez de l'orchestre, quand vous parlez du sport, quand vous parlez du tramway, enfin, tous ces gros dossiers, quand vous parlez l'économique, tous ces gros dossiers concernent la ville-centre. Et Jean-Pierre Moore et moi-même, nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons mené des batailles ensemble, côte à côte. Et je pense que de façon intelligente et coordonnée, on a travaillé ensemble et on va travailler ensemble. Et on a déjà commencé à travailler ensemble sur les dossiers qui nous concernent. 20 conseillers n'ont pas voté pour vous. Vous savez qui c'est? Bah écoutez, j'allais vous dire, sur les 20, j'allais vous en dire 10. Ce sont des élus de Montpellier plutôt? Non, j'allais dire moitié-moitié. Moitié-moitié, j'allais au pif. Au pif, j'allais dire 10 côté Montpellier et 10 côté Vous savez pourquoi cette défiance? Je pense que c'est pas une défiance. C'est pas une défiance, c'est, à mon avis, c'est encore une espèce de fidélité. Un reliquat de la bataille des régionales. Oui, je pense que c'est encore une fidélité. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de défiance. En tout cas, je pense que aussi bien du côté des Montpelliérains que du côté des maires des autres communes, parce qu'on a quand même mené des batailles communes qu'on a gagnées. Donc, non, je pense que c'est encore... Vous savez, le deuil, c'est pas facile à faire. Hein. Donc, je pense que c'est encore quelques soubresauts. Ce que je considère, en tout cas, c'est qu'à partir... Là, il va y avoir la période des fêtes. À partir de janvier, je pense que les gens verront très bien à partir de janvier. Du reste, avec Jean-Pierre Moore, nous étions encore ce matin ensemble pour la 3e ligne de tramway devant les Halles-les-Sacs. L'autre jour, nous étions ensemble à la piscine de Cournonterral, à l'inauguration de la piscine de Cournonterral. Donc les gens, quand ils vont nous voir ensemble, Jean-Pierre Moore et moi-même, ils vont bien comprendre que ce qui nous a motivés, lui et moi, c'est l'intérêt général. Vous avez parlé d'un accord entre vous, dans le moment des discussions. Quelle est la nature de cet accord? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord entre Jean-Pierre Moore et vous? Eh bien, il y a tout simplement, j'allais dire, de même que Jean-Pierre Moore était le premier vice-président de Georges Frêche, de même que Serge Florence est mon premier adjoint, mais moi je serai la première vice-présidente de Jean-Pierre Moore. Il faut savoir, quand on regarde un petit peu toute l'histoire, c'est la première fois que je rentre réellement dans l'exécutif de l'agglomération. J'ai été conseillère du district, j'étais conseiller d'agglo, enfin j'étais jamais vraiment rentrée réellement dans les dossiers de l'exécutif de l'agglomération. Cette fois-ci, je prends ma part totale et entière, mais dans l'intérêt de tous les habitants de l'agglomération. On parle dans l'accord de mutualisation de certains services, c'est une réalité? Qu'est-ce qui va se passer exactement? On a déjà, là c'est la réflexion qui va se mener entre nos services. Par exemple, on a déjà une démarche commune, par exemple au niveau des centrales d'achat. On a déjà, et avec cette centrale d'achat, par exemple, on a passé non seulement des accords avec l'agglomération, mais aussi par exemple avec d'autres communes, comme par exemple Castelnau. Donc je crois que c'est dans l'intérêt, par exemple, pour ce qui concerne par exemple la centrale d'achat, nous avons déjà mutualisé. Donc au fur et à mesure, cela va se faire au fur et à mesure. Petit à petit, l'activité de la ville est vidée de sa substance. C'est l'évolution législative qui veut ça. Vous savez, la réforme des collectivités territoriales, aujourd'hui, on peut en parler. On va en parler. On peut en parler parce que c'est... Voilà. Non, je pense qu'il ne faut pas parler... On n'est pas vidé de sa substance. D'abord, qu'est-ce que vous appelez substance? Si vous appelez... C'est les compétences. Moins on a de compétences, si pour vous substance, voilà, je vais dire, si pour vous substance, ça veut dire Yves du Manoir, ça veut dire orchestre, ça veut dire économique, alors on peut dire, je vous répondrai oui. Mais la substance, pour moi, c'est pas ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai un projet urbain que j'appelle mettre de l'humain dans l'urbain. Moi, la substance, pour moi, je pense qu'une école, une maternelle, une primaire, pour moi, ça, c'est de la substance. Vous comprenez ce que je veux dire? La politique qu'on mène au quotidien, dans l'intérêt des gens, créer une crèche, pour moi, c'est de la substance, parce que ça va permettre à des femmes, et puisqu'il y a beaucoup de familles monoparentales, de mettre leur enfant à la crèche et de pouvoir travailler. Donc ça dépend ce que vous appelez substance. Mais d'une manière, tout ceci ne se fait qu'ensemble.
Dans vos délégations, donc en tant que première vice-présidente, il y a l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire quoi exactement? Et puis les relations à l'usager, c'est des compétences assez réduites quand même. Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est très large. Ça devrait vous laisser. Est-ce que c'est pas trop large? Est-ce que c'est pas trop large? C'est très large, au contraire. C'est très large parce que effectivement, évaluation des politiques publiques. Vous vous doutez bien que la réflexion peut se mener dans des tas de domaines. Et donc là, je pense que calmement, sereinement, je verrai ça avec le président, avec Jean-Pierre Moore, de voir effectivement quelles sont les politiques éventuellement qui vont dans le bon sens, ou des politiques à revoir en fonction des budgets. Je pense à regarder calmement et sereinement. Donc ça, en fait, ce sont des compétences assez élargies. C'est très élargi. Très transversal. C'est très transversal. Pas trop transversal? Non, c'est très transversal, mais je crois que la première chose à faire dans le cadre de cette délégation, c'est de prioriser effectivement les politiques qui apparaissent, mettons, un peu hésitantes, moins précises. Voilà, je crois qu'il faut regarder. Vous savez, nous sommes dans un contexte qui financièrement est difficile pour tout le monde. Donc voir si effectivement, si l'effort financier correspond réellement aux résultats qu'on souhaite. C'est un peu ça. Donc c'est une compétence très importante. Bon, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie dont on en parle avec Hélène Mandroux. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. McDan autour de chez vous et depuis novembre aussi à Juvignac. Auto Méditerranée est la concession Mini très tendance à Montpellier. Retrouvez toute la gamme Mini avec ses modèles uniques, plutôt spacieuse, version Clubman. À ciel ouvert, façon cabrio. Chez Auto Méditerranée, à chacun sa Mini. Votre concession Mini à Montpellier, 361 rue de l'Industrie, à 200 mètres de la concession BMW. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Ouvert toute l'année et dédié à l'eau thermale et ses plaisirs. Découvrez notre espace soins pour votre relaxation et votre bien-être. Profitez des fêtes de fin d'année pour lui offrir un moment de douceur. Soins gourmands, balade autour du monde, escapade aromatique. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Pour cette fin d'année, soyez belle en devenant gourmande.
Deuxième partie dont on en parle, Hélène Mandroux, maire de Montpellier, première vice-présidente de l'Agglo, est avec nous. On continue à parler politique, notamment sur l'entrée des Verts dans la majorité. C'est quelque chose qui est en discussion depuis un an. Alors vous en êtes où? Les rumeurs disent que vous donneriez à Jean-Louis Roumégast, donc le chef de file des Verts, un poste d'adjoint, mais il faut faire de la place pour lui donner un poste d'adjoint. Alors comment faites-vous? Alors aujourd'hui, effectivement, les rumeurs sont exactes par le fait que nous discutons avec les Verts. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai travaillé avec les Verts entre 2004 et 2008. On a très bien travaillé ensemble. Et donc, moi, depuis, je regrette qu'il ne soit pas rentré dans l'équipe en 2008. Et donc, nous continuons à discuter. Alors, vous me posez la question. Aujourd'hui, Jean-Pierre Moore a fait le même choix que Georges Frêche. C'est-à-dire, les adjoints de la ville ne peuvent pas être vice-présidents ou les vice-présidents ne peuvent pas être adjoints. C'est le vice-président de l'Agglo. De l'agglomération. C'est son choix, c'est le même choix qu'avait fait Georges Frêche. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir que donc il y avait un élu qui avait cette double fonction. C'était Christian Bouillet. Christian Bouillet était à la fois adjoint à la ville et vice-président à l'agglomération. Et vice-président du conseil régional. Et conseiller général. Il a été élu par ailleurs, effectivement, conseiller régional, alors qu'il était conseiller général. Donc Jean-Pierre Moore a demandé à Christian Bouillet quel est le poste dont il voulait démissionner, soit le poste d'adjoint, soit le poste de vice-président. Et Christian Bouillet a fait le choix de démissionner de son poste de vice-président. Il a toujours dit qu'il tenait absolument à garder son poste d'adjoint. Du reste, je travaille très bien avec Christian Bouillet, notamment sur les dossiers en rue, qui sont des dossiers sur lesquels nous nous battons depuis 2004 et 2005. Et donc, Christian Bouillet a fait le choix de rester adjoint. Donc, il a libéré un poste de vice-président. Ce poste, je l'ai proposé à Hélène Kuisgard, mais qui, elle aussi, du coup, en contrepartie, a dû laisser un poste d'adjoint. Sinon, ça faisait aussi un cumul. Donc, le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui, je peux effectivement proposer un poste d'adjoint. Donc, aujourd'hui, nous en sommes là. Nous sommes en discussion, nous discutons tranquillement, sereinement, pour voir, parce qu'il ne faut pas oublier que moi je suis dans une majorité où il y a un groupe, le groupe principal c'est le groupe socialiste, mais aussi j'ai d'autres partenaires, j'ai des communistes, j'ai du MoDem, de la société civile, et donc nous sommes toujours en discussion par rapport, effectivement, avant je n'avais aucun poste à proposer, si vous voulez. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'en ai un. Voilà où nous en sommes. Alors, je vous propose d'écouter Philippe Sorel, un de vos adjoints, qui s'est exprimé tout à l'heure sur cette question du retour des Verts dans la majorité municipale, et c'était au micro de Jean Brun. Écoutez. Nous ne sommes pas hostiles du tout aux négociations avec les Verts, avec qui nous avons beaucoup de points communs, et je considère aussi qu'à certains moments de la vie politique, mettre en place l'union de la gauche avec le PS, avec les Verts, avec d'autres formations politiques de gauche, est une nécessité. Maintenant, je considère que l'ensemble de ces discussions doivent avoir lieu dans un cadre tout à fait réglementaire, départemental, légitime, et à ce titre que l'ensemble des représentants de la motion majoritaire départementale qui est issue du dernier congrès du Parti socialiste soient représentés. Alors, il laisse un peu entendre, Philippe Sorel, que vous négociez un peu toute seule et que, vous ne faites pas appel justement à cette majorité départementale qui a tous les partenaires. Non, alors là vous me prêteriez beaucoup de pouvoir si j'étais capable de négocier toute seule. Alors, certainement pas. N'oubliez pas que à la fédération de l'Hérault, il y a une tutelle qui est composée de 7 personnes. Donc je suis loin de discuter toute seule. Et donc aujourd'hui, effectivement, il va y avoir des élections cantonales, et vous savez que c'est le parti, c'est cette tutelle qui va effectivement investir les candidats au cantonal, et c'est certainement ce à quoi fait allusion. Ce ne sont pas les militants. Philippe Sorel. Non, c'est toujours le parti qui est. Les militants ont une voix consultative, mais la décision est toujours prise par le parti auquel j'appartiens. Et donc aujourd'hui, c'est ce à quoi fait allusion Philippe Sorel, puisque du reste, lui, il est lui-même candidat sur des cantonales. Et donc je sais que le parti, bien évidemment, va entériner notamment tous les conseillers généraux sortants, socialistes, seront réinvestis par le parti pour les cantonales de 2011. Alors justement, ce PS Héroltais, c'est un peu le feuilleton depuis un bon moment. Ça n'arrive pas tous les jours que la fédération soit sous tutelle. Voilà, elle est sous tutelle depuis quelques mois. Le dernier épisode, c'est la semaine dernière, avec des révélations sur un rapport des instances nationales du PS et sur des listings de militants qui posaient quelques questions. Je vous propose de voir un reportage à ce sujet diffusé le 30 novembre dernier. Il est signé Maxence Kérébel.
Ce vote au Parti socialiste languedocien est-il irrégulier? Lorsque les militants PS ont élu leur tête de liste pour les dernières régionales, est-ce que le nombre d'électeurs a été artificiellement augmenté? C'est ce que suggère un rapport de la commission Dialogue et Rénovation qui était venue à Montpellier en juin dernier. Rapport dont nos confrères de Midi Libre publient aujourd'hui des extraits. Pour les opposants au clan Frêche, ces accusations ne font que conforter la procédure de mise sous tutelle de la Fédération de l'Hérault. Ceux qui pouvaient douter d'une décision arbitraire, qui pouvaient en douter, je pense qu'aujourd'hui, on comprend que la décision n'était pas du tout arbitraire, qu'elle était mûrement et vraiment réfléchie. Mais les éléments troublants ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, lors de notre reportage, nous avons pu consulter le listing des militants socialistes de l'Hérault. Sur cette liste, une cinquantaine de personnes ont pour domicile la Fédération PS de Montpellier, ici à l'image. Sur ce point comme sur d'autres, Robert Navarro se défend. Il y a des personnes qui veulent adhérer au parti, qui ne veulent pas donner leur adresse parce qu'elles ont des professions délicates ou autres. Donc oui, ils sont dans ma section, mais ils ont été contrôlés des dizaines de fois. C'est qu'il y a des gens, dont j'ai dû, moi, Georges Frêche et d'autres, contrarier certaines ambitions et certaines carrières, essayent de se déchaîner dans une œuvre de démolition. Car la situation de Robert Navarro a bien évolué depuis le décès de Georges Frêche. Un temps au banc de la Fréchie, il est aujourd'hui un de ceux qui comptent au conseil régional. A-t-il eu la peau de François Delacroix? C'est en tout cas ce que pense ce proche de Georges Frêche qui a perdu ses attributions à la région la semaine dernière. Aujourd'hui, il règle ses comptes. Quelqu'un qui est responsable d'un parti politique depuis 21 ans, qui considère ce parti politique comme son entreprise personnelle avec son épouse, il faut savoir passer le relais. Il y a une section qui s'appelle la section 11, où il y en a 30 ou 40 qui ont une adresse sur Paris, dans lequel on a le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, les enfants. C'est pas normal. On peut pas continuer comme ça. C'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à mes principes, c'est contraire aux intérêts de la gauche. Et Georges Frêche le savait, ça? Georges Frêche le savait et il nous avait donné le feu vert pour qu'on engage le changement le plus rapidement possible. Avec ce pavé dans la mare socialiste, c'est certainement le début des règlements de compte de l'ère post-Frêche. À Solferino et à l'actuelle direction collégiale héroltaise de tenter de jouer les juges de paix. Ça, c'était le 30 novembre. Dans votre livre, vous dénoncez les adhérents alimentaires. Certains ont rejoint Frêche parce qu'on leur a fait des promesses sur un emploi, un logement. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous avez des noms, des listes de bénéficiaires? Oh, je n'ai pas de liste particulière, mais je pense que ça, c'est un phénomène qui existe dans tous les partis. Unique. Ne croyez pas que ça existe qu'ici. Ça existe partout. On sait très bien que dès l'instant qu'on a besoin d'un emploi, dès l'instant qu'on a besoin de logement, c'est sûr que certains disent, écoutez... On peut avoir des convictions et besoin d'un emploi. Voilà, bon, mais ça c'est partout. C'est partout, ça existe partout. Et si c'est des pratiques normales, selon vous? Mais non, pour moi, c'est pas normal. Du reste, je peux vous dire que... Au début, pas toujours pareil, si je réfère à 2004, les premières personnes, des fois que je rencontrais, notamment, je crois que je le relate dans mon livre, des présidents d'associations qui venaient me voir pour me demander une subvention et qui me disaient « je représente tant de voix ». Et je me rappelle très bien d'un président en particulier à qui j'ai dit « écoutez, ce que vous me dites ne m'intéresse pas, dites-moi pourquoi vous venez me voir, pourquoi vous venez une subvention, et si cette subvention effectivement correspond à quelque chose et à un projet intéressant, je vous donnerai une subvention. Mais le nombre de voix que vous représentez ne m'intéresse pas ». Je me rappelle très bien que ce président m'a regardé assez interloqué. Sur cette fédération PS de l'Hérault, il y a eu 58 exclus après, dans toute la région, après les régionales. Est-ce que vous œuvrez pour leur réintégration? Est-ce que vous avez parlé à Hélène Mandroux de cette réintégration? Est-ce que vous la souhaitez déjà? Y compris celle de Robert Navarro. Écoutez, là je crois que là pour l'instant il y a une exclusion qui est prononcée sur 2 ans, mais après on a fait... Je pense qu'on a déjà, il y a des perspectives de raccourcir un petit peu ce temps d'exclusion, notamment pour les autres fédérations. Pour la fédération de l'Hérault, vous me posez la question, je pense que tant que la tutelle n'aura pas terminé effectivement cette enquête, ce qu'elle est en train de faire, moi je veux dire, là moi je fais confiance à la tutelle, je ne me mêle absolument pas de l'enquête de la tutelle. Je pense qu'une fois qu'elle aura fini son enquête, peut-être après que ce problème sera soulevé. Mais je crois qu'aujourd'hui, il sépare les 4 départements de l'Hérault. C'est souhaitable cette réintégration ?
Écoutez, je pense que c'est tout ce qui est souhaitable, en tout cas, c'est que la gauche se réunisse. Ça, c'est sûr, parce qu'on a des batailles qui vont être menées, notamment la bataille de 2012, et compte tenu de l'état de la France actuellement, on voit très bien dans quel état nous sommes. Pour moi, ce qui est important, c'est que la gauche puisse se réunir pour gagner les élections de 2012, ça oui. Vous soutiendrez qui en 2012? Vous l'avez déjà dit. Moi, je soutiens Martine Aubry, si elle se présente. Absolument, j'espère qu'elle va se présenter. Vous souteniez Lionel Jospin, c'était oui, il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Et puis finalement, il ne s'était pas présenté aux primaires. Oui, mais je soutenais Lionel Jospin. Mais à l'époque où j'étais derrière Lionel Jospin, c'est l'époque où il avait gagné, où il est devenu Premier ministre. C'est cette époque-là. Et puis c'est vrai qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, je regrette quand j'ai vu qu'il était arrivé troisième. Mais plus tard après, donc avant les élections de 2017. Donc ça fait longtemps que je soutiens Lionel Jospin. Revienne. Et puis finalement, il n'est pas revenu. Et je reconnais, quand je l'ai vu arriver troisième derrière Le Pen, c'était un séisme quand même. Donc là, plutôt Martine Aubry. Oui, si c'est pas Martine Aubry, parce que visiblement elle n'est pas forcément extrêmement motivée, ça pourrait être qui? Moi je pense que c'est la première secrétaire. Du reste, je pense qu'à l'époque, François Hollande a raté un rendez-vous. Il était premier secrétaire, il était légitime, il n'a pas dit qu'il était candidat. Moi je pense qu'il a raté un rendez-vous. Là aujourd'hui, Martine Aubry, c'est la première secrétaire, donc moi je crois que c'est à elle d'être candidate. Et si elle n'y va pas, plutôt Diasca ou plutôt Ségolène Royal? Alors là, écoutez, vraiment, vous me posez un problème là. Plutôt Arnaud Montebourg est candidat, non? Il est candidat aux primaires, oui, bien sûr. Aux primaires, les candidats aux primaires. Non, je pense que si c'était pas Marty, je pense que c'est DSK, si DSK vient. Mais là, c'est pas sûr qu'il vienne non plus. Vous savez, là où il est bien, là. Donc Ségolène, non, décidément en troisième choix, ou quatrième, oui, troisième choix, oui. D'accord. Bon, on va parler d'Arnaud Montebourg, justement, en évoquant Christian Bourquin. Alors, vous allez voir la relation entre les deux. Christian Bourquin, on a parlé des exclus du PS après les régionales. Eh bien, le nouveau président de région fait partie des exclus. Écoutez ce que disait à son propos Arnaud Montebourg, donc candidat député socialiste d'abord, et puis candidat aux primaires pour les présidentielles de 2012. Il était à Nîmes hier. Écoutez. Je suis très exigeant et je trouve que nous n'avons pas été assez exigeants vis-à-vis du choix du président de région qui saute d'un juge d'instruction à un tribunal, comme si nous avions besoin de cela. Les problèmes des collectivités locales sont suffisamment graves. Le Languedoc-Roussillon est une région magnifique, mais qui a connu beaucoup de sinistres économiques et sociaux, et qui a besoin d'une force politique à sa tête, et non pas d'un affaiblissement. Donc moi je donne un sentiment qu'il est nécessaire d'être exigeant. Maintenant le choix est fait, on ne va pas le refaire certainement, mais je tiens à dire que c'est un problème pour les socialistes que de tolérer cela en leur sein. Alors, pardon, Olivier, c'est curieux quand même, parce que pour que les socialistes, à ce moment-là, puissent donner un avis sur l'élection de Christian Bourquin au Conseil régional, il faudrait qu'il soit au Parti socialiste. Or, il ne l'est plus, il est au courant. C'est vrai que ce que vous dites, il faut reconnaître que la région Languedoc-Roussillon est certainement la seule région de France où on s'aperçoit que cette région est composée d'exclus du Parti socialiste, d'exclus du Parti communiste, d'exclus des Verts, il y a même des exclus du MoDem, il y a même des UMP qui ont été exclus. En fait, il y a des fronts nationaux, ils ne sont pas exclus. Oui, il y a des fronts nationaux. Donc je reconnais que la région Languedoc-Roussillon, c'est quand même une exception de toutes les régions de France. Elle est composée que d'élus qui ont été exclus par le propre parti. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec Christian Bourquin? Des relations tout à fait... Est-ce que vous l'avez invité? Parce qu'on se rappelle au début de sa prise de fonction, là, il est allé par exemple à Cournon-Sec quelques jours après. Non, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Il nous a dit, on lui a posé la question, je lui ai posé la question, est-ce que vous irez à Montpellier? Il m'a dit, j'irai partout, on m'a invité, on ne m'a pas encore invité à Montpellier. Christian Bourquin a dû oublier quelque chose, c'est que tous les ans, je l'invite sur la place de la Comédie, où il fait la comédie des Catalans. Tous les ans, vous pouvez participer sur la comédie. Mais là, récemment, là. Ah, mais récemment. Mais vous savez, là, pour l'instant, avec le marché de Noël, j'ai quand même le maire de Font-Romeu qui est venu l'autre jour, là. Donc, il y a c'est un autre Catalan, d'accord. Bon, alors, on ne sait pas quand viendra officiellement invité par le maire de Montpellier. Si vous voulez parler, on n'a pas eu d'occasion, de rencontre, de dossier commun, d'inauguration commune. Mais je veux dire, Christian Bourquin, je m'entends très bien avec Christian Bourquin, il n'y a aucun problème. Un dernier élément politique, après on
passe au dossier. Ce sont les municipales de 2014, votre prochaine échéance électorale. Alors, vous vous représentez, sachant qu'il y a déjà un candidat déclaré, c'est Philippe Sorel. Ah bon, il est candidat? Oui, ben écoutez, moi je me présente, oui, pour écouter, comme on dit, je me sens bien, je vais bien, ma santé est bonne, j'ai un médecin à domicile qui me soigne parfaitement bien. C'est-à-dire vous-même? Voilà, vous avez tout compris. Donc oui, aujourd'hui, oui. D'ici 2014, on a le temps. Mais est-ce qu'il y a plusieurs candidats à PS? Est-ce qu'il y aura des primaires à la mode française, voilà, pour les municipales de à la Montpellier? mode française, mais écoutez, je pense que là aussi, j'espère que c'est l'intelligence qui fera qu'on choisira, comme on a fait Jean-Pierre Moore et moi, l'intelligence qui choisira le ou la, effectivement, future tête de liste des municipales. Alors, on va... Oui, Paul. Pardon, désolé, mais on l'avait mise, Olivier, oui, elle était prévue. Les législatives, vous allez vous en mêler. Et si vous y partiez aux législatives écoutez... Parce qu'on vient d'entendre Arnaud Montebourg, c'est un anti-cumul qui est lui-même député et président d'un conseil général. Donc, après tout, pourquoi pas vous aussi? Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que je suis assez sur le non-cumul de mandat. Du reste, je l'ai souvent dit, je crois qu'effectivement, pour être... moi, je vois déjà le temps que je passe en tant que maire de Montpellier, et le temps que je vais passer en tant que première vice-présidente de l'agglomération, je peux vous dire que déjà, c'est un temps plein. Mais c'est vrai que moi, je fais aussi partie des élus qui ont toujours continué à exercer leur profession. Alors ça, si vous voulez aussi bien faire votre profession, votre mandat d'élu, je veux dire quand même, je veux dire les journées, elles n'ont que 24 heures. Donc personnellement, je suis sur le... Olivier, donc on a nos deux éléments. Hélène Mandeau est candidate pour 2014, mais elle n'est pas candidate aux législatives. Voilà, pour le volet politique... C'est terminé, on va faire une deuxième pause et on se retrouve cette fois-ci pour la troisième partie. Et là, on va parler des dossiers et des projets d'Hélène Mandroux pour la ville et l'agglomération de Montpellier. À tout de suite. Vos concessionnaires exclusifs Opel de Montpellier, Sète et Castelnau s'associent au Secours Populaire. Jusqu'au 15 décembre, déposez vos jouets neufs ou en bon état dans nos concessions au Café Joseph et à Jungle Jump. Avec Opel, c'est si beau de voir briller les yeux d'un enfant. Spécialiste du confort médical, Valéa Santé développe des solutions d'aide à l'autonomie. Valéa Santé vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de vélos et tricycles à assistance électrique. Valéa Santé vous propose des véhicules pour tous les styles de vie, des vélos à partir de 1 190 € et des tricycles à partir de 1 600 €. Pour vous permettre plus de mobilité, tous nos vélos et tricycles bénéficient d'une assistance immédiate au démarrage. Valéa Santé, la liberté retrouvée. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Auto Méditerranée est la concession Mini très tendance à Montpellier. Retrouvez toute la gamme Mini avec ses modèles uniques, plutôt spacieuse, version Clubman. À ciel ouvert, façon cabrio. Chez Auto Méditerranée, à chacun sa Mini. Votre concession Mini à Montpellier, 361 rue de l'Industrie, à 200 mètres de la concession BMW. Troisième partie, d'on en parle, toujours avec Hélène Mandroux, maire de Montpellier, première vice-présidente de Montpellier Agglomération. On parle des dossiers de vos projets. Alors, il y a beaucoup de chantiers en cours à Montpellier. C'est vrai. Le premier d'entre eux... Il y a des grues partout. Voilà, le premier d'entre eux, le plus visible, c'est le tram à Montpellier. Là, c'est la ligne 3. Tout à fait. La suite, c'est la ligne 4. La ligne 4, puis peut-être une ligne 5. Bon, la ligne 4, c'est la circulade. La ligne 4, c'est la circulade, tout à fait. Elle va consister en quoi? C'était vraiment une volonté aussi de votre part, maire de Montpellier. Elle va aller où cette circulade? Cette circulade, vous savez qu'on a parlé à un moment donné du ring et j'ai demandé depuis fort longtemps qu'il y ait une ligne qui parte de la place Albert Ier jusqu'à la Babotte. Et il s'avère que c'est ce qu'on a appelé le ring, puis maintenant qu'on appelle la circulade, cette fameuse ligne qu'on va appeler ligne 4,
permettra notamment à ceux qui vont emprunter la ligne 1 ou la ligne 2 d'avoir des temps de parcours beaucoup plus rapides et beaucoup plus courts selon les endroits, surtout le point d'arrivée d'où ils partent et où ils arrivent. Donc cette circulade était absolument indispensable. Et moi, je me félicite que Georges Frêche, avant sa mort, puisque au départ, nous nous sommes opposés sur cette ligne, sur ce passage de tramway, et je me félicite qu'avant sa mort, il a dit qu'il était pour, effectivement, cette circulade. Et tous les services qui étudiaient le temps des parcours sont pour cette circulade. Alors, les autres chantiers, on va pas les énumérer, mais en tout cas, il y a les nouveaux quartiers qui sortent de terre. Moi, il y a un projet qui date un petit peu un an et demi, c'était la grande tour de Montpellier qui était prévue et qui est prévue à l'endroit même de la mairie actuelle, future ancienne mairie. Ouais. On en est où de ce projet de grande tour pour Montpellier? Là, vous faites référence au projet sur qu'on appelle la ZAC Pagésie, c'est-à-dire sur le site de la mairie d'aujourd'hui, puisque cette mairie va être détruite. Mais dans un premier temps, on ne va pas la détruire complètement, parce que sinon ça ferait un trou, une excavation absolument incroyable. Et on va garder, si vous voulez par là, le rez-de-chaussée, c'est-à-dire la grande salle des rencontres. Dans un premier temps, on va la garder. Mais on va surtout aménager, un passage piéton qui va permettre aux gens de passer de la Comédie sur Antigone de façon normale, sans être obligés de passer par la Galerie Lafayette et le Polygone. Voilà. Donc il y a déjà tout cet espace qui va être aménagé. Et pour ce qui concerne effectivement le projet que vous avez pu voir avec des extensions de latérales de la partie commerciale du Polygone, avec une tour, mais tout ceci est encore effectivement dans la réflexion. Mais voilà. Mais ça verra le jour ou à quelle échéance? Ça reste dans les tuyaux. Ça reste dans les tuyaux parce que l'ambition que nous avons, c'est que partir de cette ZAC Pagésie qu'on a appelée Pagésie, vous avez le projet du Guesclin qui est déjà parti le long de la ligne de tramway, et puis vous continuez comme ça et vous allez la gare du Nouveau-Saint-Roch, cette gare qui va être refaite avec Monsieur Dutilleul, tout cet espace, et vous comme ça vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la future ZAC de la Restanque. Donc c'est-à-dire que là, s'il y a tout un projet tout au long de la ligne de chemin de fer, la ville de Montpellier va pouvoir enfin franchir cette ligne de chemin de fer, ce qu'elle n'avait pas encore réussi à faire. Le Haï, qui est un vaste terrain tout à fait. Qui est pourquoi à redessiner. Faire référence à Central Park, on peut faire un parc central. Pourquoi forcément Non, mais je vais vous dire tout simplement, c'est parce que il y a eu dans les 6 équipes qui ont présenté des projets, toutes les 6 équipes ont dit bien évidemment préserve cet espace. Et il y en a une des 6 équipes qui a appelé ça Central Park, et c'est vrai que ça correspond un peu à l'esprit de Central Park. Donc c'est imagé parce que pour ceux qui connaissent, on comprend que c'est un espace qui va ouvrir quand même, sur la ville, par le biais de l'avenue de Toulouse et par le biais d'autres ouvertures, au mois de janvier 2011. C'est quand même un espace extraordinaire, un grand espace vert qui va ouvrir sur la ville en 2011. Et j'ai une équipe autour de Serge Florence et de Michael Delafosse qui va réfléchir maintenant aux activités qu'on va pouvoir proposer aux Montpelliérains à partir, du printemps 2011. Donc là, vous avez un espace vert extraordinaire. Vous avez aussi, dans cet espace vert, vous avez des équipements sportifs qui sont mis à disposition des équipes à disposition des Montpelliérains. Donc là, il y a un poumon vert extraordinaire qui va s'ouvrir dès la rentrée, dès janvier, après les fêtes. Alors un autre projet qui vous tient à cœur, c'est la cité Hippocrate, qui apparaîtrait dans le quartier Port-Marianne. À quelle échéance? On en est où? Qu'est-ce qui va y avoir dans cette la cité Hippocrate, là aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, c'est un projet qui correspond, si vous voulez, à l'identité de la ville, qui correspond à ce que Montpellier. Quand on pense Toulouse, on pense espace. Quand on pense Montpellier, on pense médecine. Et c'est un projet qui veut montrer la médecine du 21e siècle avec toute l'évolution des techniques. Aujourd'hui, on peut vous montrer le corps tel qu'il est, mais de façon complètement différente par rapport au musée de cire, vous savez, au corps écorché, figé, qui ne bouge pas. Donc là, vous aurez effectivement une découverte du corps à travers tout ce que vous pouvez, à travers tous les moyens dont vous disposez. Et surtout, le message qu'on peut faire passer derrière, ça sera très évolutif, c'est de faire comprendre qu'à l'intérieur, on est tous pareils, tout le monde est identique. Et moi, je suis très fière que des personnalités comme Claudienne Ray, des personnalités comme le centre l'INSERM, le CNES, toutes ces personnalités-là ont accepté d'être dans le comité scientifique et de participer au programme de cette cité Hippocrate. C'est un projet qui se substitue au projet de musée d'art contemporain, mais le musée d'art contemporain, qui est un projet structurant également dans une ville qui veut jouer dans la cour des grandes comme Montpellier. L'espace qui était préservé pour ce centre d'art contemporain est gelé depuis 10 ans.
Ça faisait 10 ans qu'on avait cet espace au fond du parc. Et un jour, Georges Frêche a dit que financièrement, il ne pouvait pas assumer. Donc cet espace appartient à la ville. Le parc, alors vous savez que le parc... Si on n'a pas les financements pour un musée, un centre d'art contemporain, est-ce qu'on l'aura tellement pour un centre Hippocrate? Il y a des partenaires, comme là je viens de vous citer des partenaires. Il y a par exemple Sanofi qui est très intéressé par cette cité Hippocrate. Et vous savez que le parc, je l'ai appelé Georges Charpak, de manière à bien montrer surtout l'identité de ce musée, mais ça sera avec une exactitude scientifique. Je veux dire, ça c'est pas un Disney World, hein, c'est vraiment un musée, c'est l'évolution de la médecine du XXIe siècle. C'est-à-dire, ça permet à Montpellier de garder cette identité très forte. Quand on pense Montpellier, on pense médecine. Donc il ne faut pas oublier, pas perdre ce rendez-vous. Madame Andrew, on est là au cœur du quartier Port-Marianne, hein, de son évolution. Entre la fin de Port-Marianne, plus tout ce qui est prévu ailleurs, vous avez parlé de Saint-Roch, mais j'en passe des meilleurs. Il y a beaucoup de projets. Il y a 50 000 habitants supplémentaires rien que sur Montpellier dans les 10-15 ans à venir. Est-ce que c'est ça que vous promettez aux Montpelliérains? Est-ce que c'est ça la logique? Ça fait partie des choses qui ont pu être critiquées dans la démarche de Georges Frêche, cette extension perpétuelle. Je ne cherche absolument pas la mégapole de plusieurs millions. Absolument pas. On n'en est pas là, mais bon, on sera à 300 000 et on en sera. Je pense que un nombre aujourd'hui, on est à 400 000, 450 000, l'agglomération de Montpellier. Non, ce que je cherche surtout, c'est avoir non pas de la quantité, mais de la qualité. Et c'est ça veut dire qu'on va choisir ceux qui viennent, non? Non. La qualité de vie, c'est-à-dire un environnement, une ville où il fait bon vivre, c'est-à-dire une ville qui préserve des espaces verts dont on parlait tout à l'heure, mais une ville dans laquelle on retrouve tout, si vous voulez. On a une richesse. Et moi, je pense que d'avoir aujourd'hui un taux de croissance très fort, et regardez que ce sont essentiellement des jeunes qui viennent à Montpellier, ce ne sont pas des personnes qui prennent leur retraite. Cette année, j'ai accueilli dans les maternelles et les primaires 1000 enfants de plus. Et moi, je pense que c'est une chance pour la ville de Montpellier de voir des jeunes actifs qui viennent, c'est une chance. Nous avons une université, c'est une chance. La recherche, c'est une chance. C'est cette qualité qu'il faut préserver. Et moi, personnellement, c'est là-dessus que je travaille. Alors, un volet commerce important à Montpellier, hein. Il y a des zones commerciales importantes, il y a Odysseum, évidemment, en bordure de Montpellier, et puis il y a le centre-ville. Alors, il y a toujours cette question de l'équilibre entre le centre-ville et puis les zones commerciales qui sont un petit peu en périphérie. Et puis il y a d'autres projets, comme un projet sur le jeu de paume qui avait été annoncé à un moment donné, en grande pompe d'ailleurs. On en est où mais il avance. Il avance. Je peux vous dire que M. Manoukian, effectivement, il y a déjà des espaces qui ont été soit achetés ou qui vont même être loués. C'est-à-dire qu'il y a des familles montpelliéraines qui sont propriétaires de ce patrimoine et qui entendent bien le garder. Et donc, il y aura peut-être des espaces qui seront non pas achetés, mais loués. Donc, le projet avance, et d'autant plus avec la 4e ligne de tramway qui va débarquer. Non, le réaménagement de cette grande avenue montpelliéraine, c'est quand même une avenue, quand vous sortez de la gare, je veux dire, la babotte, jeu de paume, c'est extraordinaire. Donc, ce projet commercial, bien évidemment, continue. Absolument. Le centre-ville n'est pas saturé en commerce, justement? Non, je crois que, écoutez, le centre-ville, on s'est battu parce qu'à un moment donné, il y avait un phénomène de désertification des centres-villes. Aujourd'hui, les gens retournent vers le centre-ville. Et moi, je peux vous dire que samedi dernier, je suis allée au centre-ville, je suis allée sur Odysseum, je suis allée à Latte, au centre commercial de Latte. Partout, il y avait du monde partout. Donc ça prouve que ça correspond à un équilibre intelligent entre le centre et la périphérie. Madame Andrew, tous les dossiers que l'on liste là, vous dites on continue. Très bien. Simplement, on sait qu'on est dans une conjoncture économique difficile. Des annonces ont été faites. Le gouvernement fait attention, resserre les crédits, a annoncé un gel des concours qu'il fait aux collectivités territoriales. C'est quand même l'essentiel des ressources des collectivités territoriales. Est-ce que vous allez pouvoir financer tout ça? Qu'est-ce que vous avez prévu peut-être de ne pas faire dans vos autres politiques? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 ans qui viennent pour pas qu'on explose? Ça fait partie des hypothèses aussi. Ne vous inquiétez pas, on va pas exploser. Nous avons bien réfléchi de lisser, si vous voulez par là, tous ces projets que nous avons, de les lisser dans le temps. C'est évident que tout ne va pas se faire l'année prochaine. Par exemple, cité Hippocrate dont vous parlez tout à l'heure, je pense qu'à la fin de ce mandat, j'allais dire, nous aurons choisi, l'architecte sera choisi à la fin de ce
ce mandat, mais Hippocrate, nous aurons peut-être posé la première pierre, mais Hippocrate se fera après 2014, par exemple. Le projet sur le AI, sur l'Arestanque, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc c'est vraiment une perspective sur du long terme, hein, parce qu'il n'est pas question, bien évidemment, dans le contexte économique, et d'autant plus que notre région, en PIB par habitant, est une des régions les plus pauvres de France. Montpellier est certainement le moteur qui tire, le starter qui tire toute cette région. Donc vous vous doutez bien que je vais rien faire pour appauvrir Montpellier et son agglomération. Donc on est là en position de starter, parce que quand on aide, quand on investit, c'est quand même des emplois qu'on est en train de sauver. On lutte contre le chômage quand on investit. Donc on est pris dans cet équilibre, investir et en même temps sans pénaliser financièrement les familles les plus pauvres. Un mot du commerce, retour sur ce dossier, le village de Marcq, abandonné définitivement. Écoutez, là c'est pareil, juste avant sa mort, Georges Frêche a reculé sur le village des Marcq, donc en disant que c'était absolument pas pressé, que ça pouvait attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas changé d'avis, hein, donc je pense que là aussi il faut savoir raison garder. Donner du temps au temps. Donner du temps au temps. Vous savez que le temps au temps, c'est un excellent traitement. Alors Pierre-Paul parlait tout à l'heure de ce développement urbain. Il y a eu des projets, et la volonté de Georges Frêche était de faire une grande agglo, notamment avec Sète. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut se rapprocher de Sète, ou alors de Lunel, de Nîmes? Non, attendez, je pense que là c'est pareil, quand vous disiez, moi je ne suis pas sur une mégapole de plusieurs millions, je pense qu'il y a une unité équilibrée. Par contre, de travailler avec son port, de travailler avec son aéroport. Quand vous pensez que retrouver Palavas, trouver la Grande... Moi, je trouve Palavas, la Grande Motte, Frontignan, enfin, je veux dire, ça fait partie de notre bassin de Moggio. L'aéroport, c'est Moggio. Et travailler avec Sète, travailler avec l'aéroport, travailler avec la Grande Motte, quand même... Que demain, la ligne de tramway puisse quand même aller jusqu'à Palavas. Moi qui suis né à Montpellier, notre petit train, il allait jusqu'à Palavas. La ligne numéro 1 qui s'arrête, je crois que là, il faut aller jusqu'à Palavas. C'est un raisonnement, je veux dire, c'est un bassin de vie. Hein, vous avez pris contact déjà en tant que dans l'exécutif de la Non, là, pas tout de suite, pas encore tout de suite. Non, mais je pense que je prendrai contact, c'est certain. Je pense que je prendrai contact avec les autres maires. Et je pense que nous sommes dans un bassin, il ne faut pas l'oublier, un bassin de vie. Et rien que le mot de vie fait comprendre que c'est ça qui est important. Un mot d'environnement et d'énergie renouvelable, de développement durable, sachant qu'aujourd'hui commence le salon Energaia. Oui, j'ai vu ça. C'est la 2e édition. Exactement. Vous dites dans votre livre vouloir faire de Montpellier la capitale de l'énergie solaire. Alors vous allez faire comment? Effectivement, c'était une ambition qui encore n'est pas réalisée, mais nous avons la chance d'habiter une région où je pense que le nombre de jours de soleil par an est certainement très important, et notamment essayer de faciliter l'implantation, pourquoi pas une zone économique, déjà une zone économique où on regrouperait les entreprises qui travaillent notamment dans le développement durable, dans l'énergie solaire, dans l'économie d'énergie, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que déjà, si on pouvait créer une zone économique dans ce secteur-là, aujourd'hui c'est un secteur qui crée des emplois, donc c'est aussi ça derrière, c'est aussi ça ce que je voulais dire. On va bientôt conclure cette émission. On va conclure même peut-être. On va conclure, exactement. Il y en a une question. Que peut-on vous souhaiter pour 2011? Une année en tout cas plus calme que 2010? Oui, je pense que... Enfin, vous savez, une année, c'est jamais calme. Il y a toujours des événements, mais c'est-à-dire que... Bon, ce sont peut-être des événements... Rien de ce qui s'est passé en 2010? Rien. Et vous savez, je crois que dans la vie, il y a des choix. Il y a des choix et il ne faut jamais regretter les choix qu'on a faits. Jamais, jamais. À partir du moment où on sait où on est fidèle à ce qu'on est, on est fidèle à ses valeurs, fidèle à ses choix, il ne faut jamais regretter. Vous savez, je savais très bien ce qui allait arriver, mais je suis en conformité avec ce que je pense profondément. J'ai une éthique qui fait partie de ma vie professionnelle, j'ai des valeurs et voilà, et donc j'ai voulu être fidèle à moi-même. Ce sera le mot de la fin. Merci Hélène Mandroux d'avoir accepté notre invitation. Prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain, 18h30. Très bonne soirée à tous.